Bienvenue à toutes et à tous, chers lecteurs d'Améliorons la ville. Vous êtes notre vitamine, je le dis souvent lors de ces conférences. Effectivement, c'est un moment qui nous redonne la pêche et c'est grâce à vous et nous en remercions. Alors, nous accompagnons les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage et les entreprises dans les défis de transition. On les connaît aujourd'hui, qui sont l'énergie, la santé, la sécurité et ceux dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de ce webinaire. Benjamin Thaïs, notre rédacteur, m'accompagne pendant cette conférence. Bonjour Benjamin. Euh, pour le confinement et la reprise des travaux, la date du 11 mai est l'objectif aujourd'hui. Mais maintenant, on a quand même la météo du Covid-19 avec des zones vertes et rouges qui rend un peu ce déconfinement incertain et espérons d'être rapidement dans le vert, en tout cas à Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si nous regardons un peu plus loin, nous appelons de nos voeux pour un plan de relance climatique, que j'appellerais climatique, pour éviter une autre catastrophe plus lointaine. Et heureusement pour l'urgence climatique, c'est que le traitement, ça je parle sous votre contrôle, le traitement est connu, à savoir décarboner. Alors profitons-en pour le mettre en place dès aujourd'hui. Et ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on vous accompagne dans cette phase de reprise des travaux avec cette série de 9 webconférences à raison de 2 par semaine. On en a eu une la semaine dernière qui était sur les gros travaux. Aujourd'hui, on parle d'entretien et maintenance. On en aura 2 à partir de jeudi et mardi qui seront sur la partie électrique. On parlera de bâtiments tertiaires et d'installation numérique. On voit à quel point c'est important dans les logements. Ensuite, 2 autres conférences sur la partie désamiantage, à la fois chantier et repérage. Et le désamiantage dans la partie travaux aussi représente un enjeu. Et puis, on aura enfin 2 conférences sur la prévention des risques, parce qu'il y a aussi moyen d'avoir des avantages économiques autour de sa prévention des risques. Et ça sera avec la CRAMIF, nous en parlerons. Et puis, on terminera par les diagnostics avant travaux et la gestion des déchets. Alors, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, l'entretien et la maintenance des logements collectifs a été plus ou moins bien réalisé et réalisé suivant les entreprises. Des travaux ont été repoussés. Comment les contrats de maintenance en partie assurés doivent être payés, quelles solutions pour les maîtres d'ouvrage et les entreprises pour rattraper le retard, et d'un point de vue sécurité, comment redonner confiance à l'occupant qui doit ouvrir ses portes parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas faire de maintenance si on ne peut pas rentrer dans les logements. Autre question, c'est qui sera le référent Covid. Et puis, on parlera risques contentieux aussi. Comment vont-ils apparaître et comment les traiter avec tous ces travaux. Voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. Vous voyez, un programme dense. C'est un programme d'1 heure. Donc, on termine précisément à 10h30. Bon, j'ai assez parlé. On rentre dans le vif du sujet. Donc, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec moi Dominique Payen. Voilà, vous allez remettre votre micro. Bonjour Dominique, vous êtes responsable du risque chimique environnement au sein de l'OPPBTP. Également avec nous aujourd'hui, Johan Barca, vous êtes responsable commercial Habitat Île-de-France chez Dalkia. On va parler aussi avec nous entretien et maintenance. Et Dalkia, juste pour rappeler, je le regardais encore hier, c'est vous chauffez 2 millions de logements en France, donc c'est pas rien. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Johan. Également Alban Charrier, responsable du département politique technique de l'Union sociale de l'habitat, USH, 650 bailleurs sociaux en France. C'est ça, Alban? Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour Alban. Et Claude Pouet, directeur de l'ARC Service, l'association des responsables de copropriété, aujourd'hui 15 000 adhérents. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Bonjour, oui, je représente l'habitat privé. Bonjour. Voilà, l'habitat privé. Et on a 2 invités, mais qui nous rejoindront en cours de conférence. On a la chance d'avoir avec nous, qui viendront. Ça, c'est une surprise d'ailleurs pour vous aussi, chers conférenciers. C'est 2 avocats. Il y a Yves Jolicoeur, qui est avocat, membre du barreau du Québec, donc un avocat québécois qui nous parlera contentieux, et Céline Ratin, qui est avocate à la Cour d'appel de Paris.
et spécialisé sur l'immobilier et la copropriété. Donc, il nous rejoindra aussi en cours de conférence pour parler, quand on abordera le sujet, des risques contentieux et un peu de la copropriété pour Yves Jolicoeur qui nous fera part, je parle pour le Québec, de la manière dont ça se passe au Québec. Voilà, alors on peut commencer directement par vous, peut-être Yohan Barka pour Dalkia. Peut-être aujourd'hui, comment ça s'est passé donc finalement la brutalité de cette catastrophe, comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que vous avez tout arrêté? Est-ce que vous avez et là est-ce que vous avez tout repris? Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes chez Dalkia? Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc, cette crise sanitaire a été sans précédent et nous a mis dans une situation un peu compliquée. Je rappelle juste que donc, Dalkia fait partie du groupe EDF. Donc, on a eu des mesures très strictes puisqu'aujourd'hui, le service de la maintenance est un service spécifique et prioritaire sur les autres, puisqu'on ne peut pas couper le chauffage et l'eau chaude, sachant que la période de chauffage n'était pas finie. À la suite du confinement annoncé le 11 mai, on s'est mis en ordre de bataille chez Dalkia avec toutes les mesures restrictives imposées par le gouvernement. Donc, on est passé en mode astreinte, 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on a fait des astreintes renforcées de nos équipes pour aussi les épargner, puisqu'il a fallu mettre en place des roulements importants pour préserver aussi l'état de santé de nos équipes et de nos personnels opérants. Donc, on est passé en mode astreinte, c'est-à-dire que d'habitude, une astreinte commence autour de 7 heures jusqu'au lendemain matin à 8 heures. Et donc là, on était en astreinte renforcée, donc des binômes de techniciens qui travaillaient du matin au soir, mais nous n'intervenions que pour les interventions urgentes. Donc, intervention urgente, c'était en logement uniquement si il y avait des grosses fuites ou s'il y avait des fuites inarrêtables. Sinon, c'était pour éventuellement des pannes de chauffage total, des pannes d'eau chaude totale, etc. Donc, on a vraiment limité nos interventions au maximum afin de respecter au mieux ce confinement et les directives gouvernementales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre maintenance, elle n'est que décalée dans le temps. Tout ce qui est contrôle réglementaire a été décalé même par ordonnance, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Au niveau donc ça, merci hein, pour cette ouverture. Au niveau de Claude Pouet pour l'Arc, aujourd'hui, dans les copropriétés, comment ça s'est passé pour cette partie maintenance et entretien? Est-ce que vous constatez que les entreprises sont restées, ont maintenu leurs travaux ou pas? J'ai une question d'abord là pour M. Barka. Là, quand vous faites référence à un texte sur les contrats, et à quel texte vous faites référence? Alors aujourd'hui, je ne fais pas référence à deux textes. Il s'agit quasiment d'un cas de force majeure puisque les activités ont été arrêtées du jour au lendemain, enfin a été demandé d'être arrêtées du jour au lendemain. Ça veut dire que toute la maintenance préventive qui se faisait en locaux techniques a été mise en stand-by. Elle n'a pas été arrêtée, mais toute la maintenance préventive que nous faisions par le passé avait vocation à être décalée dans le temps pour se concentrer sur les urgences techniques. Oui, mais vocation parce que c'est vous qui l'avez décidé, c'est pas parce qu'il y a un texte qui vous l'a autorisé. Je ne comprends pas le point, mais en fait, c'est juste que la maintenance préventive, donc l'entretien préventif des installations, donc quand on parle des gammes de maintenance des installations techniques, ces gammes de maintenance ont vocation à être réalisées dans le temps, donc sous des périodicités différentes, que ce soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Le seul fait de ce confinement, c'est qu'il a été décidé par le groupe EDF et par donc, le groupe Dalkia de mettre en stand-by toutes les interventions qui n'étaient pas essentielles au bon fonctionnement des installations. C'est-à-dire que le nettoyage d'une pompe, il n'y a pas d'urgence à la commuter c'est bien de la commuter tous les mois, mais il n'y a pas d'urgence à le faire forcément tous les mois. Donc, on l'a juste décalé dans le temps. Toute la partie contrôle réglementaire, quand on entend les contrôles réglementaires, ça va être les analyses d'eau de chauffage, les analyses légionelleuses, les contrôles disconnecteurs, les ramonages de chaudières, les choses comme ça. Ces opérations qui étaient prévues pendant la phase de confinement ont juste été décalées dans le temps, puisque de toute façon, les entreprises sous-traitantes ou nos partenaires ne pouvaient pas non plus faire les analyses, parce qu'ils n'étaient pas dédiés qu'à ça, et ce n'était pas un métier tout à fait essentiel au bon fonctionnement de la vie du pays. Donc, elles ont juste été décalées dans le temps. Donc, à partir normalement du 11 mai,
les analyses et les contrôles alimentaires reprendront tout à fait normalement. Donc, à partir du 11 mai, je note. Donc, ça illustre mon propos, c'est-à-dire la vision, et je vais le faire très court, au niveau des copropriétés, tout ce qui était intervention d'urgence, elles ont été réalisées. Quand il y avait un souci sur des interventions d'urgence, pas de problème. Tout ce qui est nettoyage et tout ça, du fait que les gardiens et employés d'immeubles devaient continuer à assurer le service, ça a été fait. Tout ce qui est. Alors, maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question à Dalkia, c'est que, par exemple, sur les ascenseurs ou tout ça, hein, donc ça a continué à être réalisé selon le planning. Je n'ai pas de remontée de copropriété disant ils n'ont pas fait, ils ne sont pas venus faire la visite de l'ascenseur et tout ça. J'étais un peu plus dans le flou pour tout ce qui est chauffage, parce que c'est ça les choses prioritaires. Hein. Moi, je parle des choses prioritaires. Hein. C'est le chauffage, c'est l'ascenseur, c'est des équipements collectifs de ce type. Sur le chauffage, effectivement, j'avais moins de visibilité et M. Barca a répondu. Donc, voilà, ma vision, on va voir Alban ce qu'il va dire pour le social, mais dans l'habitat privé, c'est les interventions d'urgence ont été réalisées. L'entretien, je dirais, donc courant a été réalisé pour ce qui est du nettoyage. Hein. Pour le reste, je pense que M. Barca a bien traduit ce qui s'est passé pour les autres contrats. À toi, Xavier. Alban Charrier, dans tout ce qui est logement chez les bailleurs sociaux, pardon. Aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez le même point de vue que dans ce qui s'est passé dans les logements privés? Oui, après, on n'a pas de remontée extrêmement importante sur des difficultés d'intervention. Il y a eu des cas ponctuels, des incompréhensions au tout début, fin mars, mais ça s'est vite rentré dans l'ordre. Et effectivement, enfin, je rejoins ce que disait M. Barca, on a vu l'ensemble de nos prestataires se mettre en position d'astreinte renforcée, limiter les interventions inutiles et se concentrer sur les risques importants. Mais c'est aussi associé, enfin c'est l'ensemble, je pense, des acteurs qui l'ont fait, à la fois les prestataires, les maîtres d'ouvrage, mais on l'a vu aussi, nos clients, nos locataires, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, mais on montré une certaine résilience où ils ont, alors soit par envie de participer, soit par peur, ont refusé assez facilement des interventions qui ne paraissaient plus urgentes. Je pense que M. Barca, de temps en temps, en période courante, on peut être appelé pour un goutte à goutte sur un robinet ou sur un radiateur. A priori, dans la phase de confinement, les locataires n'ont pas appelé pour ces gouttes à gouttes qu'ils pouvaient attendre. Donc, l'ensemble des parties prenantes ont fait en sorte que le système tienne. Et aujourd'hui, on n'a pas de remontée, générale qui montre que les prestataires ont été absents. Oui. Est-ce que vous constatez dans les logements ou dans les immeubles, finalement, des problèmes qui sont apparus du fait de l'entretien qui n'aurait pas été réalisé? Non, à ce stade, on n'a pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de remontée à ce stade-là. Les choses principales ont été faites. Je rejoins ce que dit M. Barca. Par contre, c'est la suite de la conférence. Si ce décalage de la maintenance préventive a tenu jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas durer éternellement. Et c'est tout l'enjeu de voir comment on va maintenant repartir et réussir à rattraper le retard de la préventive pour éviter qu'on ait dans 3 mois, 6 mois, 10 mois, peut-être éventuellement des difficultés. Justement, donc sur la reprise des travaux, puisque c'est le thème, d'ailleurs, il y a Philippe qui nous le fait remarquer, qui nous repose la question, est-ce que le thème est bien déconfinement et reprise des travaux? C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que sur la reprise des travaux, comment vous voyez cette reprise, cette remise en route aujourd'hui? Je parle pour Alban Charrier et Claude Pouet. Est-ce que aujourd'hui les entreprises vous appellent, les copropriétaires ou les locataires vous appellent pour dire voilà, j'ai des choses à faire chez moi? Non, enfin pour l'ARC, aujourd'hui, non. Je veux dire, les décisions ou les appels sont confinés aussi. Par contre, nous, on se demande, et M. Payen, son intervention va être très intéressante, comment prendre en compte tous les aspects Covid-19, référents Covid-19. La semaine dernière, on a vu pour les gros chantiers, quand il y a un maître d'œuvre, tout ça, bon, et tout ce qu'on voit comme écrit aujourd'hui
Ça concerne les gros chantiers, avec tout le débat sur est-ce que le SCSPS peut être référent Covid-19, des choses comme ça. Mais pour les interventions de maintenance, pour les interventions ou maintenance préventive comme ça, est-ce que le guide de l'OPPTB BTP s'applique? Quelles sont les mesures à prendre? Tu vois, c'est tout ça, quoi. Donc, avant que ça redémarre, on a des questions par rapport à ça. Oui, alors juste, Dominique, avant que vous interveniez, Alban, pour faire ce tour d'horizon, Alban Charrier pour l'USH, pour vous également, la reprise, est-ce que c'est lundi que ça y est, tout le monde est en ordre de bataille, les locataires, les entreprises attendent dans les starting blocks? Non, je pense que ça va être très progressif. Aujourd'hui, les bailleurs, on le voit en région, les bailleurs commencent à se regrouper pour échanger les bonnes pratiques. On travaille, nous, on commence à travailler USH avec nos adhérents sur ces sujets-là. Comment on va intégrer la reprise et comment on intègre la reprise dans la maintenance. Je rejoins ce que disait Claude. Aujourd'hui, les échanges sur les chantiers de taille importante sont en cours. Il y a des questions qui se posent encore, mais là, ça commence à bouger. Maintenant, on retravaille on se déplace sur la partie intervention quotidienne et courante. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Donc là, on est plutôt dans la phase d'échange avec les prestataires. Ça se fera de toute façon au cas par cas, en fonction des contrats, en fonction des sites, en fonction des régions et de la relation que le propriétaire peut avoir, un propriétaire bailleur peut avoir avec ses prestataires. Donc, on est dans cette phase-là de reprise, d'échange et de discussion. Alors, Dominique Payen, puisqu'on vous posait la question pour l'OPP-BTP, merci Dominique d'être avec nous. Finalement, la question qui vous était posée, est-ce que le guide qui est sorti, finalement, il s'applique également aux travaux d'entretien et de maintenance et vous, au niveau de l'OPP-BTP, qu'est-ce que vous voyez comme contrainte je parle d'un point de vue sécurité, sur cette reprise de ces travaux d'entretien et de maintenance? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je veux juste rappeler que nous sommes un organisme paritaire au service des entreprises, un organisme de conseil. Et donc, ce guide est là pour aider les entreprises et l'ensemble de la chaîne de la chaîne qu'il y a dans la construction ou l'entretien des bâtiments, donc depuis le donneur d'ordre jusqu'à l'entreprise, en passant par la maîtrise d'œuvre s'il y en a une, par une coordination SPS s'il y en a une. Donc, ce guide est là pour aider les entreprises, donc, et toute la chaîne dans l'acte de construire ou d'entretenir des bâtiments. Donc, ça n'est pas un guide réglementaire. Donc, il a été effectivement rédigé par l'OPP-BTP, mais avec l'ensemble à la fois des ministères, travail, santé, notamment, plus les organisations professionnelles du bâtiment, enfin au public. Donc, ce guide, c'est un guide de bonne pratique, mais c'est à chacun de se l'approprier, à chaque corps de métier, chaque entreprise. Alors, sachant que ce guide a été enrichi d'un certain nombre de documents, alors tout est accessible sur notre site internet, donc sur le site préventionbtp.fr Covid-19, donc il y a le guide et il y a également ce qu'on appelle une valise de documents donc, qui permettent de compléter la boîte à outils avec des fiches en matière de décontamination, en matière d'organisation du chantier, etc. Donc, tous ces documents, c'est à chacun de se l'approprier. C'est un guide de bonne pratique, ça n'est pas un document réglementaire, simplement il a été validé, approuvé par l'ensemble des parties prenantes que je citais juste avant. Voilà ce que je peux dire. Mais après, la décision de relancer les travaux, ça incombe bien à la fois aux donneurs d'ordre, en concertation avec la maîtrise d'œuvre et la coordination SPS, s'il y en a une, et l'entreprise. Là, nous, on est là comme on a un rôle de facilitateur. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Oui, alors en termes de sécurité, on en a discuté en préparant cette conférence. Vous disiez oui, mais il ne faut pas oublier, Dominique, finalement, les autres risques. On va parler du référent Covid après avec les intervenants, mais il faut pas oublier les autres risques parce que effectivement sur l'entretien et maintenance, il y a beaucoup d'autres risques et notamment l'amiante qui reste présent. Tout à fait. Alors là, vous avez tout à fait raison. Il faut prendre garde à ce que le risque, en termes de prévention des risques, que le risque Covid ne masque pas les autres risques. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, l'entretien-maintenance dans les immeubles bâtis, ça a souvent lieu dans des bâtiments plutôt anciens. Alors, pas tous, mais beaucoup ont été construits avant 1997. Permis de construire
déposés avant le 1er juillet 97. Et dans ce cadre-là, donc, il y a notamment le repérage amiante avant travaux. Donc, n'oublions pas effectivement cet aspect des choses, puisque c'est quand même, bon, là, il y a toute une réglementation qui s'applique, à la fois code santé publique, mais code du travail, avec le décret de mai 2017 pour le repérage avant travaux, à la charge du donneur d'ordre, quel qu'il soit, public ou privé, et les arrêtés d'application, et notamment l'arrêté repérage amiante dans les immeubles bâtis. Donc, l'arrêté de juillet 2019. Donc, tout ça, effectivement, en termes de prévention des risques, le risque Covid, certes, il est immédiat, mais n'oublions pas les autres risques, et notamment le risque amiante. Oui. Au niveau, Johan Barkas sur Dalkia, au niveau, vous étiez là avec nous 2 fois d'ailleurs, on vous voyait 2 vidéos. Au niveau de Dalkia, est-ce que finalement ça complexifie vos interventions, le fait effectivement d'avoir le Covid-19 et comment vous prenez en compte tous ces risques-là finalement avec l'amiante également? Alors, nous, aujourd'hui, ça ne nous pose pas vraiment de problème dans le sens où quand on intervenait déjà on était toujours en logotechnique, où on avait de la part de nos partenaires et de nos clients les DAT à disposition pour justement faire tous les travaux liés au désamiantage. Donc, les DAT, c'est les diagnostics techniques amiantes, qui nous permettent de savoir si effectivement il y a déjà eu des repérages. Donc, quand il y avait du repérage amiante, souvent, c'est hors de nos contrats, donc c'est des prestations à part. Et donc, du coup, par rapport au Covid, en fait, la seule chose que ça a vraiment changé, c'est pour nos interventions au logement ou quand on passe par les parties communes des bâtiments de nos clients. Donc, on a mis en place dans un premier temps tous les gestes barrières. Ça veut dire qu'on faisait en sorte de laisser de la distance dans les interventions. Quand on intervenait en logement, nos équipes ont été formées à effectivement à la coactivité. Donc, dès qu'il y a plusieurs personnes dans une même pièce, on demande à nos clients qui interviennent en logement de voir s'ils peuvent changer de pièce pour éviter d'être à proximité de nous. Tous nos opérateurs ont été équipés de gel hydroalcoolique, de masques, de gants. Donc, c'est quelque chose que voilà, on est prêt à surmonter avec l'aide de nos clients. Ça veut dire lundi, vous pouvez réintervenir, vous avez tous les EPI, les équipements de protection individuels qui sont nécessaires. Alors, et les aujourd'hui, une question, alors, monsieur Barkas. Oui. Donc, ça veut dire, parce que nous, les donneurs d'ordre, l'USH, Oui. Quand on lit le guide de PBTP, donc on est responsable de la sécurité sanitaire. Je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais on se comprend. Donc, vous, Dalkia ou les autres, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, du fait, il y a les gestes barrières et tout ça, vous ne demandez rien aux donneurs d'ordre. Donc, vous pouvez dire autrement, nous, on n'a rien à prévoir. Parce que sur les gros chantiers, on a des choses de notre charge, les donneurs d'ordre. Mais vous, pour vos interventions de maintenance préventive ou autres, ou éventuellement des changements de pièces ou d'éléments, aujourd'hui, vous n'attendez rien du donneur d'ordre. C'est bien ça. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. Aujourd'hui, la maintenance et les travaux se font en 2 morceaux. Il y a la partie maintenance et travaux qui se fait en locotechnique. Donc, en locotechnique, quand nos clients nous délèguent la prestation de service et de maintenance, les locaux techniques, normalement, sont à un endroit privé, inaccessible au public, aux clients, et ne sont accessibles que par les équipes Dalkia. Donc, dans ces locaux techniques, normalement, nous n'intervenons que seuls ou qu'avec des entreprises agréées qui sont nos sous-traitants et dans lesquels nous leur appliquons les gestes barrières. Quand on intervient en logement, il est de bon sens que si effectivement, et là c'est de la responsabilité de tous, que effectivement si un locataire, un propriétaire ou un usager a été touché par le Covid, la moindre des choses, c'est d'en informer le prestataire, donc Dalkia ou son chauffagiste, pour qu'effectivement il intervienne en toute sécurité et en connaissance de cause. On a certains OPH, certains bailleurs qui nous ont tenu des listes tout à fait confidentielles pendant la phase du confinement pour effectivement nous dire que sur tel immeuble ou tel immeuble, des personnes avaient pu être contaminées ou avaient pu être touchées par le Covid, ce qui a permis aussi à notre dispatch, à nous, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire les interventions en toute sécurité, aussi bien pour le personnel que pour nos équipes.
Oui, Alban Charrier pour l'USH, vous voulez préciser quelque chose? Alors, je vous pose aussi la question en même temps, Alban, mais au-delà de votre précision, il y a le référent Covid. Alors, juste, j'aborde ce point. Le référent Covid, on le voit dans les gros travaux, on en a parlé la semaine dernière, ça paraît relativement plus simple à mettre en œuvre, entre guillemets, hein. Je parle pour la personne, puisque ça peut être ou sur le CSPS ou il y avait les architectes, hein, qui se proposent des fois aussi d'être référent Covid. Dans l'entretien et maintenant, c'est quand même plus compliqué. Voilà, c'était une deuxième question que je voulais vous poser. Oui, par rapport à ce que disait Claude, et je rejoins M. Payen, le guide OVTP qui apporte des réponses sanitaires à des problématiques techniques, c'est un guide de recommandation, c'est pas un guide réglementaire. Il n'y a pas d'obligation réglementaire, même si ce guide a été approuvé, enfin, ce qui a été approuvé par les ministères, c'est le bien fondé des préconisations faites par le OVTP, qu'il faut reprendre au maximum quand on peut le faire. Mais il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'obligation réglementaire du référent Covid. D'ailleurs, dans le guide OPTP, on parle bien de le maître d'ouvrage pourra mettre en place un référent Covid. Effectivement, sur les gros chantiers, c'est relativement facile parce que de toute façon, c'est déjà des équipes structurées. Sur la maintenance, l'intérêt du référent Covid, c'est aussi de connaître l'intervention et connaître le lieu d'intervention. Quand vous êtes propriétaire d'un patrimoine de plusieurs milliers de logements, vous n'avez pas en interne quelqu'un qui a une connaissance suffisante de l'ensemble des résidences. Donc, il faudrait avoir quasiment un référent Covid dans chaque immeuble, ce qui n'est pas possible. Donc nous, par rapport à ça, sur la maintenance, qu'on ait des échanges avec nos prestataires sur les grands principes de prévention et la mise en place de méthodes et de process, ça me va bien. Avoir un référent Covid par immeuble, ça ne me paraît pas imaginable. Oui. Au niveau de l'arc, Claude Pouet, est-ce que finalement, je sais qu'il y a beaucoup de gardiens dans les immeubles. Est-ce que finalement, vous voyez que ces gardiens, ce seront demain les référents Covid? Écoute, là, je sors mon joker. Non, justement, aujourd'hui, on ne s'est pas positionné et c'est pour ça que je pose ces questions parce qu'on a besoin d'infos, on a besoin d'éclairage pour se positionner. Ça pourrait être cette mission assurée peut-être par le président du conseil syndical, mais bon, on ne s'est pas positionné. C'est une bonne question, mais je ne sais pas y répondre aujourd'hui. Oui, donc on voit les difficultés. Dominique Payen, pour le PPBTP, vous, les remontées que vous avez des entreprises sur ces sujets-là, quels sont-ils? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce référent Covid, c'est une recommandation, c'est effectivement pour faciliter l'organisation des chantiers. Alors, n'oublions pas que dans le domaine du BTP, un petit rappel, c'est que les entreprises, en gros, en France, il y a 1,5 million d'entreprises du BTP, et que parmi ces entreprises, vous en avez 85% qui sont des TPE, donc très petites entreprises de moins de 10, voire beaucoup d'entre elles qui sont des entreprises avec un seul artisan. Donc, dans ce cas-là, le référent Covid, ça sera probablement l'artisan. Par contre, pour les majors, là, on a un major parmi nous là, dans cette réunion. Là, il y a certainement une organisation différente qui se met en place. Et ça peut être le service QSE, QPE qui peut prendre en charge cet aspect-là des choses et qui va rédiger des recommandations. Et ensuite, n'oublions pas que pour chaque chantier, il y a la réglementation. Alors là, je reviens sur la réglementation générale d'organisation des chantiers. Soit le chantier est sous plan de prévention, c'est-à-dire j'ai une intervention ponctuelle, donc plan de prévention entre le maître d'ouvrage à la copropriété par exemple, et l'entreprise. Et si le chantier est de grande importance avec de la coactivité, on est en coordination SPS. Et dans ce cas-là, dans la SPS, le coordonnateur prend en compte ce risque-là, bien évidemment. Et là, on a les référents Covid des différentes entreprises pour qu'il y ait une harmonisation du chantier. Oui. Donc, il faudrait finalement, quand on n'a pas de coordination SPS, quand on est en plan de prévention, je retiens ce mot, que là, il y ait quelqu'un qui se désigne un peu pour organiser tout ça et en tout cas que ce soit pris en compte. C'est ça qu'on peut retenir, Dominique Payen. Après, c'est de l'organisation. Je vais dire, c'est aussi de l'organisation qui se prépare en amont. Il y a un chantier, il ne démarre pas comme ça par un claquement de doigts, donc il faut le préparer et intégrer l'ensemble des risques, et notamment ce nouveau risque qui est apparu. Donc, ça veut dire, alors, il y a des chantiers qui vont être faciles à organiser, d'autres plus complexes. Je veux dire, chaque chantier est différent.
Je voulais aborder un autre sujet finalement qu'on avait listé, c'est en termes de coûts et de contentieux. On a deux avocats qui sont aussi avec nous, mais finalement il y a eu finalement des interventions. Là, Claude Pouet, tu en parlais tout à l'heure, vous en parliez pour l'ARC. Il y a des interventions qui ont été réalisées, d'autres qui n'ont pas été forcément réalisées. Est-ce qu'il va y avoir un coût, je parle aussi pour Alban Charrier pour l'USH, est-ce qu'il va y avoir un coût de ce décalage et quelle est la position que vous avez vis-à-vis des entreprises? On a bien compris que Johan Barca, pour Dalkia, que vous nous disiez effectivement la maintenance préventive, ce n'est qu'un décalage, donc finalement elle va bien être réalisée, mais est-ce que ça a des impacts, Claude Pouet ou Alban Charrier, en termes de coûts et de paiement, hein, donc. Aujourd'hui, vous le dites dans votre propos, ça va dépendre réellement de comment on va pouvoir récupérer le retard. Si l'ensemble de la prestation est fait dans le cadre de la durée initiale, a priori, il n'y aura pas de sujet. Il y a des actes de maintenance préventive qui pourront être repris et le retard rattrapé. Il y a une question qui se pose. Aujourd'hui, on est vraiment à la stade de la question et je n'ai pas de réponse. Il y a potentiellement des prestations qui n'auront pas été faites. Ça peut être dans le nettoyage, ça peut être. Alors, je pense moins sur les gros matériels parce que sur des matériels comme chauffage, les visites vont être reprises et ça va être. Je pense qu'on va récupérer le retard. Mais il y a des prestations réellement qui ne seront pas faites. Peut-être des séquences de nettoyage qui n'ont pas été faites, des travaux sur les espaces verts, même si c'est peut-être plus facile d'intervenir. Et là, c'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas d'éléments de réponse, mais quid des prestations qui n'ont pas été réalisées? J'imagine que nos habitants, nos locataires ne seront pas d'accord pour régler potentiellement une prestation qui n'a pas été réalisée. Donc en tout cas, on ouvre un nouveau champ qui est aujourd'hui inconnu et c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et c'est des questions qu'il va falloir qu'on règle tous ensemble. Claude Pouet. Pour l'ARC, nous, on a décidé de tracer, on a demandé aux conseils syndicaux de tracer ce qui n'a pas été fait parce que derrière, on veut renégocier les contrats. Comme l'a dit Alban, si tous les passages pour les espaces verts n'ont pas été réalisés, c'est évident qu'on ne va pas payer à ce qui n'a pas été fait. Bon, ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, par rapport aux contrats de maintenance, qu'on appelle, nous, les contrats récurrents, alors ça concerne Dalkia, et M. Barca pourrait nous répondre, c'est que nous, ils décalent les visites de maintenance préventive. Hein, bon, d'accord, c'est aussi vrai pour les 3D, par exemple, tout ce qui est désinfection, dératisation. Mais s'ils les réalisent, même décalés, bon, il est normal qu'on paie le contrat qui a été passé au départ, quoi. Et je ne vois pas de raison, contrairement au gros chantier, où là, il y a un vrai débat. Hein, vous savez qu'on se bagarre. Hein. Mais là, sur ces prestations, je ne vois pas de raison pour qu'il y ait des surcoûts. Hein, si le travail a été assuré, même décalé. Les EPI, normalement, c'est les entreprises qui les prennent en charge. Vous voyez, il n'y a pas de gros matériel du type échafaudage loué un peu plus longtemps. Donc, enfin, je ne sais pas, M. Barca va peut-être nous le dire pour son cas, mais je ne vois pas de raison aujourd'hui qu'il y ait des surcoûts de la part des entreprises qui doivent assurer les contrats dits récurrents, et s'ils ont assuré les visites ou les prestations attachées à ces contrats. Johan Barca. Alors, pour la partie maintenance, effectivement, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les contrats de Dalkia, notamment, une grande partie des contrats de maintenance sont aussi associés à des contrats, ce qu'on appelle garantie totale en P3. Donc aujourd'hui, c'est bien l'entreprise qui porte le risque d'une mauvaise maintenance sur le patrimoine ou sur les installations. Concernant les gros chantiers et les travaux, le seul risque qu'il y a à prévoir, et nous, on est en ordre de bataille aussi, vis-à-vis de nos services achats, de nos fournisseurs et de nos prestataires, c'est juste que c'est une question d'offre et de demande. Tous les chantiers qui sont d'habitude lissés sur l'année peuvent avoir un impact de décalage dans le temps. Ça veut dire qu'effectivement, à la reprise, à partir du 11 mai, toutes les entreprises de matériel et autres vont commencer à réapprovisionner les stocks et toutes les entreprises monteurs, tuyauteurs, soudeurs et autres vont être très, très sollicitées. Et donc, quand il y a énormément de sollicitations, il est beaucoup plus difficile pour les entreprises, les TPE et les grandes entreprises de négocier les prix quand les prestations doivent être réalisées dans les délais. Le problème, c'est que la main-d'œuvre, elle, dans tous ces métiers-là, il n'y a pas que de la fourniture, il y a aussi énormément de main-d'œuvre et cette main-d'œuvre-là, elle n'est pas inextensible. Donc, c'est le seul risque à prévoir sur l'augmentation des chantiers. Alors, pour tous les contrats qui étaient déjà signés, normalement, c'est l'entreprise qui est garante du prix.
Maintenant, pour tous les contrats qui étaient à venir et qui n'ont pas commencé ou débuté, il se peut effectivement que dans des chantiers saisonnalisés comme le chauffage, il se peut qu'il y ait des répercussions dans le futur. Oui. Vous voulez dire Claude Pouet et Alban Charrier, moi, c'est ce que j'ai compris, et on va faire venir nos deux avocats sur la scène. Tiens, je vais les faire venir en parallèle. Vous voulez dire que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux types de travaux. Il y a les travaux sur lesquels il y a un décalage qui va pouvoir être opéré, parce que la maintenance préventive, on peut la reporter après. Et donc ça, du coup, ça va être payé, ça va être réalisé. Et puis il y a des travaux d'entretien et maintenance qui vont pas pouvoir être décalés. Je prends par exemple quand on doit tondre une pelouse, si ça n'a pas été tondu en mars, ça n'a pas été tondu et de toute façon il faut le faire tous les mois. Et donc là, il va y avoir des impacts pour les entreprises en termes de coûts. Est-ce que c'est bien ça qu'on peut retenir? Moi, je serais moins affirmatif. En tout cas, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et on est à cette phase d'ouverture, de poser les problèmes sur la table et de commencer à les traiter. Mais effectivement, une pelouse pas tondue en mars, elle n'est pas tondue en mars et elle ne sera pas rattrapée. On est un peu plus radicaux à l'ARC, mais ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que Claude Pouet pour l'ARC, nous, ce qui n'a pas été réalisé ne sera pas payé, clair. Voilà la position qu'on défend aujourd'hui. voilà. C'est pour ça qu'on demande aux conseils syndicaux de tracer tout ce qui n'a pas été fait pour ne pas le payer. Alors justement, on a deux invités, je dirais pas surprise, témoins qui sont, merci Céline Ratin et merci Yves Jolicoeur. Il faut valider les micros et les caméras, Céline. On a fait un petit test. Bonjour à tous. Voilà, on va peut-être commencer par vous, Céline Ratin. On a merci d'être avec nous et on s'était dit que vous pourriez faire un petit point avec nous sur les différents types de procédures, puisque aussi et les contentieux, il y a des choses nouvelles qui sont apparues et sur lesquelles il va y avoir des impacts effectivement sur l'entretien et la maintenance et la reprise des travaux. Absolument. Donc bonjour à tous. Je remercie Xavier Faure de m'avoir convié à votre table. Alors, dans le monde judiciaire qui est le mien, effectivement, il y a deux questions majeures qui se posent. D'une part, est-ce que les audiences vont reprendre après le 11 mai? Première question. Deuxième question, et qui concerne particulièrement mon domaine d'activité, qui est la copropriété et la construction, est-ce que les expertises judiciaires vont reprendre et dans quelles conditions? J'ai aujourd'hui plus de réponses à la première question qu'à la seconde. Alors, en ce qui concerne les audiences, à partir du 11 mai, il faut distinguer les audiences de référé et les audiences de fond. En ce qui concerne les audiences, les procédures de fond, qui sont actuellement enrôlées auprès du tribunal judiciaire de Paris, il y a le président du tribunal judiciaire de Paris qui a publié une ordonnance le 27 avril 2020 qui donne une ligne de conduite. Cette ligne de conduite est de favoriser une nouvelle procédure qui a été créée lors du confinement par le gouvernement. Elle a été créée par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est une procédure sans audience. Alors, comment fonctionne cette procédure sans audience? Alors, nous, avocats, on était un petit peu habitués au fond à déposer nos dossiers. Mais cette nouvelle procédure sans audience va nous donner le choix, effectivement, de ne pas assister à l'audience de plaidoirie et de déposer nos dossiers. Concrètement, les magistrats vont statuer sur la base de nos conclusions écrites et sur la base des pièces qui sont visées dans nos conclusions. La particularité concernant ces audiences au fond, c'est que nous, avocats, nous avons le choix de la refuser, mais à condition, effectivement, de motiver expressément ce refus. Si nous acceptons cette nouvelle procédure sans audience, à ce moment-là, nous devons remplir un formulaire d'acceptation et nous allons devoir déposer nos dossiers de plaidoirie. Alors, ces procédures concernent les dossiers qui sont clôturés, qui ont été clôturés durant la phase de confinement. Mais ils concernent également les dossiers qui ont été clôturés dont la date de plaidoirie va avoir lieu entre le 11 mai et le 24 mai prochain, qui est la date, la date de fin
de l'état d'urgence sanitaire, sachant que la date de fin de l'état sanitaire va être, semble-t-il, prolongée et même probablement prolongée au-delà. Ça, c'est les procédures au fond. Les procédures de référé, les choses sont quelque peu différentes. C'est-à-dire que la nouvelle procédure sans audience est également favorisée pour ces audiences de référé, sauf que là, curieusement, ce n'est pas nous, avocats, qui allons décider d'accepter ou non cette procédure sans audience, c'est le juge des référés. C'est-à-dire que le juge des référés va, en fonction de la nature du dossier, mais pour le moment, on ne sait pas sur quelle base il va se fixer, avoir la possibilité de nous imposer concrètement de déposer notre dossier. Alors, on a été informé que, en fonction des dossiers, c'est le greffe qui va prendre contact auprès de nous pour nous informer que le magistrat le juge des référés a pris la décision de nous imposer cette procédure sans audience. Donc, effectivement, ça bouleverse un petit peu notre profession, hein, surtout en matière de référé, parce qu'historiquement, la procédure de référé est une procédure orale où chaque avocat, chaque partie a le droit de s'exprimer oralement, hein. Donc, effectivement, cette nouvelle procédure sans audience qui a été mise en place durant le confinement et particulièrement, bouleverse particulièrement notre profession. Et sur les expertises judiciaires, donc du coup, sur le terrain, parce que l'expertise judiciaire, la problématique de l'expertise judiciaire est de savoir dans quelles conditions l'expertise judiciaire va pouvoir reprendre. Aujourd'hui, malheureusement, aucune position commune n'a été publiée par la Compagnie nationale des experts judiciaires, ce que l'on regrette, nous, en tant qu'avocats. Certains de mes confrères qui sont spécialisés en construction, copropriété, ont interpellé notre bâtonnier la semaine dernière, car certains experts judiciaires refusent à partir du 11 mai de convoquer les parties à une nouvelle réunion d'expertise au motif que le Premier ministre a annoncé que les rassemblements de plus de 10 personnes étaient interdits à partir du 11 mai. Donc nous, ça nous pose effectivement une grosse difficulté puisque quid, qu'allons-nous faire? Est-ce que les réunions d'expertise vont pouvoir se tenir et reprendre? Ce qui est important, notamment, comme M. Pouet le soulignait tout à l'heure, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, soit d'un ascenseur, soit un dysfonctionnement du système de chauffage. Aujourd'hui, certains experts refusent de convoquer, d'autres experts judiciaires, eux, acceptent de convoquer, malgré que l'expertise judiciaire comporte plus de 10 personnes. Donc, il n'y a pas de position pour le moment commune. Donc, notre bâtonnier va interpeller effectivement le gouvernement sur cette problématique. On voit que c'est pas simple et que là, d'un point de vue contentieux aussi, il va y avoir des choses. J'en profite tout de suite pour enchaîner avec Yves Jolicoeur. Merci d'être avec nous, Yves, parce qu'il fait nuit là au Québec en ce moment. Vous êtes levé très tôt et on trouvait ça intéressant d'avoir un point de vue de nos chers amis québécois sur comment ça se passe au Québec, parce que également, est-ce que vous avez repris les travaux? Et puis vous connaissez tout particulièrement le monde de la copropriété. Je crois savoir que pour les travaux et en tout cas pour les assemblées générales, il y a des dispositions particulières qui ont été mises en place au Québec et qui pourrait être un exemple peut-être pour ce qu'on pourrait faire en France. Ben voilà. Alors bonjour à tous. Effectivement, au Québec, l'État est très, très actif en termes de décrets. On appelle ça des arrêtés ministériels. Enfin, on en a presque à tous les jours. Dans le monde de la copropriété, un des premiers arrêtés ministériels a été de permettre que l'industrie de la construction reparte pour permettre qu'on puisse fournir des logements. C'est-à-dire qu'on a une crise de logement, il manque de logements au Québec, donc on avait des appartements qui n'étaient pas complétés. Donc, depuis plus de 10 jours, l'industrie de la construction est active sur les chantiers de construction neuve, uniquement pour des livraisons qui ont lieu pour le 1er juillet, qui est une date où tous les gens déménagent au Québec. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, dimanche dernier, la ministre responsable a émis un arrêté ministériel qui permet les assemblées virtuelles, mais dans tous les champs d'activité. Évidemment, ça touche la copropriété. Assemblée virtuelle pour lesquelles il n'y a pas trop de réserves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir une entente avec les copropriétaires préalablement, tant qu'on a un système qui assure une sécurité informatique et qu'on puisse conserver la preuve de convocation et de la tenue des assemblées, ça tient la route.
Alors là, j'ai écrit un texte de doctrine hier, justement, sur ce sujet qui va être publié, en fait, mercredi, sur le mécanisme de la tenue des assemblées virtuelles de copropriétaires. Donc, on va totalement dématérialiser le temps de la crise du COVID-19, les assemblées communautaires. Bon, évidemment, une fois que la crise, j'espère que ça va être bientôt, va être chose du passé, on va retourner aux dispositions du droit civil traditionnel, donc des assemblées techniquement en présence ou avec des mandats de représentation. Ça, c'est le volet de ce qui se passe en termes de copropriété divise. L'autre volet, bien évidemment, ce sont nos tribunaux qui sont actuellement paralysés par le COVID-19, quoiqu'il y a des mesures qui ont été mises en place par les différents tribunaux pour permettre la tenue de procès virtuels. À la différence avec la France, nous avons des procès en première instance avec des témoins, donc une preuve testimoniale réellement qu'on retient du droit anglo-saxon, assez lourde, preuve contradictoire. Alors évidemment, ça c'est un peu plus compliqué pour les avocats de penser à faire ce genre d'exercice-là. Ce n'est pas encore en vigueur, mais ce sont des choses qui sont actuellement discutées par les tribunaux judiciaires. Oui, donc si je comprends bien, au Québec, le virtuel prend le pas. Finalement, ça pas. Là, je parle pour Claude Pouet et Céline Ratin. C'est effectivement, on regarde les assemblées générales dans les copropriétés. En France, la position a été plutôt de repousser. Donc finalement, ça va avoir un impact aussi sur les travaux d'entretien et de maintenance, hein, puisqu'il y a peut-être des décisions qui vont être repoussées. Et si je retiens bien aussi, de point de vue avocat et judiciaire, on n'a pas décidé de faire du virtuel parce qu'on aurait pu faire aussi du virtuel. Claude Pouet peut-être sur les assemblées générales, on ne peut pas aujourd'hui faire du virtuel. C'est pour ça, Monsieur Jolicoeur, vous avez de la chance, parce que nous aujourd'hui, il faut voter d'abord à l'Assemblée générale des copropriétaires la solution à retenir, son financement, et donc on est bloqué. Il y a des tas de copropriétés, de petites copropriétés, hein, qui auraient aimé faire du virtuel et qui ne peuvent pas, enfin réglementairement parlant. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais réglementairement parlant, elles ne peuvent pas le faire. Tant qu'elles n'ont pas décidé à l'Assemblée générale qu'elles ne peuvent pas organiser aujourd'hui, hein, quels outils elles vont utiliser, tout ça. Donc, côté Assemblée générale, on est bloqué. La seule bouffée d'oxygène, c'est la limitation à 10. C'est-à-dire, dans les petites copropriétés, on devrait pouvoir, à partir du 11 mai, pouvoir organiser des petites assemblées générales. Ouais, donc, voilà, mais c'est la seule possibilité. Au niveau, Céline Ratin, finalement, est-ce que ça ne peut pas être une solution sur les expertises judiciaires? Et je parle d'ailleurs à Dalkia, à Alban Charrier aussi pour l'USH. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une solution pour dire il y a des choses qu'on peut faire en virtuel, peut-être des visites de logement en virtuel, des expertises sur lesquelles on peut être en virtuel et donc servir aujourd'hui du numérique pour continuer nos activités? Alors, je vais revenir 2 minutes sur les assemblées générales, effectivement virtuelles. Alors, dans les textes, dans la loi Elan, qui date de 2018, nous permet effectivement une visioconférence, c'est-à-dire que les copropriétaires pourraient assister aux assemblées générales par visioconférence. Sauf qu'effectivement, comme M. Pouet l'a indiqué, il faut au préalable que l'Assemblée générale mette en place et finance sur la base de devis précis ce mode de communication virtuelle. Aujourd'hui, ce décret d'application qui le permet a été publié simplement au mois de juin 2019. Et donc, effectivement, très peu de copropriétés ont financièrement la possibilité et le budget d'organiser ces assemblées générales par visioconférence. En ce qui concerne l'expertise judiciaire, alors, durant le confinement, j'ai eu le cas, effectivement, d'un expert qui nous a proposé d'utiliser la visioconférence. Mais uniquement pour discuter de devis, discuter de solutions réparatoires qui pourraient être adoptées et pour fixer le calendrier de ces opérations. En revanche, la visioconférence paraît un petit peu compliquée au stade des constats. Et les constats sont essentiels dans le cas d'une expertise judiciaire puisque c'est sur la base de ces constats que l'expert judiciaire prend ensuite position et peut se positionner sur l'origine des désordres. Donc bon, la visioconférence n'est pas à exclure, mais je pense qu'elle peut uniquement intervenir dans des cas limités ça répondra pas pour des types de crises particulières.
Ça répondra pas à tous les besoins. Alban Charrier, dans les logements, Alban, juste Claude, je vais revenir à toi, mais dans les logements, on peut pas imaginer, c'est valable pour vous, Johan Barca, on peut pas imaginer quand on a une fuite dans un logement, un problème dans un logement, ben, plutôt que déplacer une personne, prendre des risques en termes de sécurité, on voit tout le dispositif qu'il y a de référents Covid qui sont en place, que il y ait une visioconférence, un peu comme les médecins d'ailleurs l'ont mis en place avec talent aujourd'hui, c'est que, d'ailleurs je l'ai fait moi-même, c'est qu'on peut faire une visite médicale virtuelle et ça marche très bien. On pourrait imaginer aussi d'aller constater des problèmes dans des logements de manière virtuelle. Est-ce que ça, c'est des pistes que vous avez envisagées ou pas? À ma connaissance, non. Alors, à la phase diagnostic, pourquoi pas? À la phase d'intervention, de toute façon, la fuite d'eau, il va falloir quand même qu'ils viennent pour la fermer. Mais éventuellement, je pense qu'en phase diagnostic, ça peut-être être des éléments sur lesquels on peut creuser. Le locataire, de toute façon, aujourd'hui, c'est plutôt dans la phase diagnostic, lorsque soit le prestataire sort, soit le bailleur appelle son locataire, on essaye de définir la demande le mieux possible. Donc là, c'est plutôt aujourd'hui des questions-réponses. Est-ce que demain, ça peut passer par une vision aussi vidéo? Pourquoi pas? Mais à ma connaissance, aujourd'hui, c'est pas encore le sujet. Chez Dalkia, vous avez prévu des choses comme ça? Alors, chez Dalkia, la visio pour la maintenance et les travaux, c'est pas encore prévu, même si ça serait une belle nouveauté. Non, en revanche, effectivement, avec certains de nos partenaires, quelques syndics et quelques bailleurs, avant de faire les interventions au logement ou autre, ils nous envoient aujourd'hui, alors c'est l'intermédiaire, mais c'est des reportages photos, tout simplement, avec effectivement où sont les fuites, quels sont les dégâts constatés, effectivement, et s'il n'y a pas d'urgence vitale à dépanner, quoi. Mais ça s'arrête à ce niveau-là. Claude Pouet pour ma question, ça concerne Yves, parce que on le sait, nous, on s'inspire beaucoup de ce que fait le Québec. On a déjà fait des colloques ensemble et tout ça. Alors, côté Covid-19, pour revenir sur le sujet, est-ce que vous avez, vous, un référent Covid-19? Est-ce que vous avez produit, comme l'OPP-BTP, un guide? Comment vous gérez, vous voyez, ces mesures sanitaires et sécuritaires là, au niveau des copropriétés? En fait, Claude, il y a beaucoup d'improvisation ici au Québec. Il y a beaucoup de suspicions aussi. Les gens sont en train d'appeler la police parfois en disant qu'il y a plus qu'une personne qui rentre dans l'immeuble. On a fermé les bâtiments, littéralement fermé les bâtiments à toute visite de toute personne de l'extérieur pour éviter des états de contamination dans les immeubles en copropriété. Alors, on a des questions de tous les styles qui nous rentrent actuellement. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on essaie actuellement de donner des lignes de conduite, mais qui ne rapportent pas sur une législation. Donc, c'est pas mal, cas par cas. Alors, on n'a pas de longs textes qui nous disent ce qui est permis ou ce qui est interdit. Essentiellement, si jamais il y a des gens qui rentrent dans l'immeuble sans motif valable, on peut appeler la police et la police va intervenir pour les sortir, mais ça se limite à ça. Il n'y a pas plus que ça. Mais il n'y a rien parce que M. Brown nous l'avait dit, il n'y a rien qui vous autorise à confiner toute une copropriété, par exemple. Et deuxième question, est-ce que cette notion de référent Covid-19, est-ce que vous l'avez mise en place, vous, pour les gros chantiers? Oui, bien. Donc, effectivement, il y a des organismes publics qui ont établi des normes au point de vue de l'exécution des travaux. C'est ce qu'on appelle c'est une commission gouvernementale qui a des politiques. D'ailleurs, on produit, Claude, sur le site Condo Légal, des bulletins COVID et on donne pas mal le référencement en termes de normes sur l'industrie de la construction. Maintenant, quant aux copropriétés en tant que telles, chaque copropriété établit sa façon de faire. Ça amène parfois des dérapages. On a eu un cas à Québec où une infirmière a voulu porter assistance à une copropriétaire où on a appelé la police pour la faire sortir. Donc, il y a un état de psychose aussi qui est dans nos immeubles. Parfois, c'est pas drôle, mais c'est un peu drôle. On en a toutes les couleurs présentement. Et jusqu'à date, on n'a pas eu trop de cas dans les copropriétés. Ce sont essentiellement nos résidences pour personnes âgées où il y a eu des décès de façon monumentale. Dans les copropriétés, les gens font bien attention. Les gens sont peut-être plus disciplinés qu'ailleurs, mais malgré tout, on a un taux de mortalité relativement important au Québec. Sur l'entretien et maintenance, Alban Charrier et Claude Pouet, est-ce qu'aujourd'hui on peut obliger un locataire ou un copropriétaire à ouvrir sa porte finalement pour faire les travaux sous prétexte que si la maintenance n'est pas faite, ça amènera des dégâts plus importants pour le bâtiment? Non, c'est une partie privative, donc le locataire qui ne veut pas ouvrir sa porte n'ouvre pas sa porte. Alors après, on a des moyens, mais c'est des moyens légaux. C'est justement
justice en référé pour obliger à l'ouverture lorsqu'on a des cas particuliers. Mais ça, Covid ou pas Covid, c'est malheureusement des cas que l'on vit au quotidien. Peut-être encore un peu plus avec le Covid, parce que les gens peuvent avoir une certaine peur sur ce sujet-là, mais c'est une réelle difficulté qu'on a depuis longtemps et qu'on a à ce jour, il n'y a pas, à ma connaissance, pas de solution miracle sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de temps passé par les équipes des bailleurs pour essayer d'expliquer la nécessité. Et quand il y a un véritable blocage, on passe par la voie légale qui est la saisie du juge en référé. Même réponse pour l'habitat privé. Ouais. Alors après, moi, je vais juste apporter une réponse. Effectivement, il n'y a aucune obligation à le faire, sachant qu'en plus de ça, au quotidien d'habitude et habituellement, alors encore un peu plus dans l'habitat privé pour le coup que dans le social, c'est vrai que nous, on voit des fois des dégâts qui peuvent être faits parce que des propriétaires ou des locataires font des travaux chez eux en partie privative sans en tenir au courant ou le conseil syndical ou des fois même le chauffagiste. Et comme par exemple un remplacement de radiateur qui n'est pas conforme, qui n'est pas les mêmes dimensions, ou des purges de réseau qui ne seraient pas faits, souvent dérèglent les installations et donc les chauffagistes sont les premiers en ligne de mire après pour rééquilibrer les installations. Voilà. Donc il faut faire attention effectivement aux travaux qui pourraient être faits comme ça de manière un peu brutale. Peut-être Benjamin, on peut avoir peut-être quelques questions. Je vois il nous reste quelques minutes pour terminer. Oui. Alors j'ai une première question de Francis. Les plans de prévention doivent-ils être amendés? Donc sur la durée des travaux de 400 heures ou travaux dangereux. Peut-être une question pour Dominique Payen. Oui, les plans de prévention doivent être adaptés en fonction du chantier. C'est effectivement en intégrant bien sûr ce nouveau risque, en intégrant les moyens de prévention à mettre en œuvre, donc qui peuvent modifier effectivement les durées d'intervention, qui peuvent modifier les éléments nécessaires pour intégrer ce risque. Donc effectivement, les plans de prévention doivent être adaptés. Est-ce que vous la réglementation des plans de prévention? Parce que je rappelle qu'il y a des textes là-dessus. Il y a un décret, alors je crois que c'est le décret de 92 de mémoire, donc qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Ce plan de prévention, qu'est-ce qu'il contient comme élément, juste pour rappeler En fait, il décrit ce plan de prévention qui est rédigé entre le donneur d'ordre et l'entreprise. Il reprend les éléments de déroulement du chantier, les conditions, un rappel sur le respect des mesures de prévention, sur par exemple les points chauds, tout ce qui concerne aussi en dehors du Covid, mais tout ce qui concerne tous les risques, chute de hauteur, risque électrique, risque d'incendie. Donc c'est en fait une sorte un peu de protocole d'intervention. Oui, sur Alban Charrier, ces plans de prévention, ils sont revus aujourd'hui de manière massive chez les bailleurs. On a un sujet d'interprétation, parce que l'arrêté de 92 ou le décret de 92, c'est décret Code du travail sur les plans de prévention entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures. Ça a eu vocation de notre point de vue, à traiter lorsqu'une entreprise intervient dans un site industriel où il y a des risques très particuliers liés au site industriel. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. En habitation, déjà, les immeubles d'habitation sont des immeubles qui ne dépendent pas du Code du travail, mais du Code de l'habitation. Donc, on a ce petit sujet-là. Nous, on parle plutôt de plan d'analyse de risque. Faire cette analyse de risque entre son prestataire et le propriétaire est intéressante pour donner au prestataire la connaissance du site et les risques inhérents au site, les risques de chute en toiture, etc. Et donc là, on peut mettre à jour ces éléments-là pour prendre en compte ce sujet-là. On pense qu'il est intéressant que les propriétaires discutent avec leurs prestataires pour justement prendre en compte le risque Covid-19. Après, je suis plus réservé sur l'application pure du PPR décret de 92, qui est vraiment un décret Code du travail. Et il y a encore, à notre avis, des petits sujets d'interprétation entre l'habitation et le Code du travail. Mais en tout cas, c'est nous ce qu'on préconise quand même à nos adhérents, de discuter avec leurs prestataires, mais c'est des choses qui sont naturelles, ils le font tous les jours, la discussion entre les propriétaires et les prestataires, et prendre en compte ce nouveau risque Covid-19 dans cette réflexion-là d'intervention. Claude Pouet, les plans de prévention qui doivent être revus donc dans ce cas de ces reprises d'entretien et de maintenance, aujourd'hui, qui est-ce qui le fait côté copropriété?
on est un peu léger sur ce plan-là, hein, sur les plans de prévention. Ouais. Quand il y a un chantier, bon, c'est le CSPS, tout ça qui s'en occupe, quoi, hein. Donc, bon, on est conscient qu'il va falloir ceux qui existent les actualiser, peut-être généraliser d'ailleurs, le process. Hein. Il y a aussi pour les gardiens, par exemple, les DUR. Donc, bon, on a des choses à faire, mais sur ce plan-là, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire pour avoir de vrais plans de prévention et des plans de prévention complets intégrant le Covid-19. Benjamin, peut-être une dernière question. Oui, alors une petite série de questions de Philippe sur le responsable Covid. Le référent Covid chantier est-il hiérarchiquement supérieur au responsable Covid des entreprises ou gère-t-il une sorte de coordination entre différents Covid? Et quelle est la responsabilité juridique pour le référent Covid chantier? Quelles assurances et quelle jurisprudence? Il y a beaucoup de questions autour de cadre légal. Oui. Peut-être une question pour Céline Ratin? Et M. Payen aussi. Et M. Payen, oui. C'est une question pas Madame simple. Ratin, oui, c'est intéressant. C'est un peu une patate chaude là aussi. Hein. Tout le monde va vouloir s'en débarrasser de cette question. Alban Charion, on commence par rapport à ça, on rappelle, enfin moi, M. Payen me reprendra si je dis une bêtise, mais c'est une recommandation, une préconisation. Aujourd'hui, il n'y a rien de réglementaire sur le référent Covid. Donc, à mon avis, il n'y a aucune source réglementaire qui peut dire que le Covid chantier, enfin le responsable Covid-19 du chantier est supérieur par rapport aux autres. On est dans une phase, dans un terrain inconnu là. Réglementairement, c'est pas cadré, donc je pense qu'il faut surtout beaucoup de bon sens, beaucoup d'attention, et ça fait partie des sujets. Hein, la responsabilité pénale du Covid et du référent Covid-19, c'est une des questions que tout le monde se pose. On sait que par exemple, quand c'est fait par un CSPS, moi j'ai vu des communications des assureurs CSPS, et en particulier, je crois que la SMA BTP qui annonce qu'elle couvre ce risque-là. Mais pour les autres, on est dans une terre inconnue là. Dominique Payen, peut-être un éclaircissement. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, ça passe déjà par comme le disait Pierre Alban Charlier, pardon, ça passe par la concertation. Alors, c'est vrai qu'actuellement, sur ce référent Covid, il n'y a aucune obligation réglementaire. C'est de l'organisation, effectivement, en amont à mettre en place. Donc, effectivement, comme je le disais, il peut y avoir un référent Covid au sein des entreprises. Pour les très petites, c'est souvent le chef d'entreprise. Pour les plus grosses, ça peut être un responsable QSE ou une autre personne. Et effectivement, sur les chantiers où il y a coordination SPS, c'est facile parce que souvent, le coordinateur SPS va être là pour intégrer ce risque-là dans son PGC et dans les PPSPS des entreprises. Donc, c'est au cas par cas. Donc, en fonction de la taille du chantier, en fonction des intervenants, en fonction de la nature des travaux, il faudra s'adapter. Céline Ratin, finalement, pour faire le tour de ce sujet, on voit effectivement quel est le référent Covid, c'était la question, hein, qui va prendre le dessus, en tout cas qui sera en responsabilité. Mais si on regarde de manière un peu plus large, est-ce qu'on va pas voir une explosion des contentieux dans les copropriétés, parce que on le voit d'ailleurs sur les écoles, hein, avec les maires, on va vouloir chercher des responsables quand il va y avoir des problèmes. Oui, bien sûr. Je pense que les événements qui nous frappent tous vont avoir une répercussion sur les contentieux, sur la nature des contentieux. On va chercher des responsables. Si on ne le trouve pas, ou si on ne trouve pas une solution amiable, on va s'orienter vers les juges, vers le juge de référé, vers leur contentieux. Donc, effectivement, ces contentieux risquent d'alourdir déjà les contentieux actuels et les délais de traitement des contentieux. Donc, ce qui, à mon sens, devra être favorisé et largement employé. Et d'ailleurs, les dernières réformes en droit de la procédure nous y invitent d'ores et déjà, c'est d'avoir recours à la médiation. Il y a de la médiation judiciaire, lors d'un procès, même avant d'engager un procès. Donc, je pense que l'intelligence sera de discuter en amont, de trouver une solution en amont. L'assurance, effectivement, dont M. Charrier, le facteur assurance, va avoir un rôle important, c'est-à-dire que cette notion de référent Covid, à mon sens, pour le moment, juridiquement, elle n'existe pas réellement, elle existe dans les faits. Donc, il va falloir effectivement s'assurer que la personne sur les chantiers qui est référent Covid soit correctement assurée, qu'il y ait une extension de garantie et que les compagnies d'assurance
bien évidemment, prennent position sur cette extension de garantie, parce que a posteriori, ça va générer, à mon sens, effectivement, un petit peu de contentieux, beaucoup de contentieux. Voilà, donc ce qu'on peut conseiller à tout le monde, c'est de se concerter. Donc je vois le temps qui a tourné. On pourrait rester des heures à discuter ensemble, mais à un moment, il faut savoir mettre fin même aux meilleures choses. Il est 10h35. Moi, je vous propose d'arrêter là, de vous remercier beaucoup, Alban Charrier pour l'USH, Dominique Payen pour l'OPP-BTP, Claude Pouet pour l'ARC, Johan Barca pour Dalkia, Céline Ratin pour les avocats, en tout cas à Paris, et Yves Jolicoeur, on était ravis aussi de vous avoir dans la nuit encore en Amérique pour les avocats du Québec. On va mettre fin à cette conférence en mode web, et puis on en a deux autres qui sont déjà une ce jeudi, où on parlera plus installation électrique, parce que ça c'est un gros sujet aussi. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous, et on met fin donc à cette conférence. Vous la retrouverez en ligne puisqu'on vous donnera tous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.